Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est donc parti pour cette nouvelle édition de Panafricanisme 101 avec un panafricaniste pas comme les autres. Lui, c'est Claude Wilfried Ekanga. Il est un critique politique, un écrivain, un essayiste. Avec lui, nous allons revenir sur le grand dialogue national tenu au Palais de Congrès de Yaoundé sous la coordination du Premier ministre Joseph John Gouté du 30 septembre au 4 octobre avec pour finalité la recherche des solutions d'application immédiate pour le retour de la paix dans les régions anglophones du Cameroun. Wilfried Ekanga, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Noedje, bonsoir à tous les Camerounais et en particulier à ceux qui regardent Frika TV en cet instant. Voilà, merci infiniment d'avoir honoré de votre présence à ce rendez-vous. Est-ce que le grand dialogue national convoqué par le président Paul Biya a comblé vos attentes? Les attentes n'étaient pas seulement les miennes. En premier ressort, les attentes étaient celles des groupes qui revendiquaient des choses. Et le cas échéant, c'était la partie anglophone du Cameroun, anglophone entre guillemets, parce que on peut y comprendre beaucoup de choses. Mais bon, dans le contexte actuel, on veut dire les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui avaient des griefs contre le gouvernement, qui ne se sentaient pas écoutés et qui ont justement constaté que le fait de ne pas être écoutés a débouché sur la grosse crise qu'on a dans cette région-là depuis 2016. Donc c'était d'abord cela. Et c'est Paul Biya lui-même et son régime qui l'ont dit en disant le dialogue met en priorité la préoccupation sur les questions anglophones. En ce sens-là, on peut donc déjà s'interroger sur la qualification de national. C'était un dialogue national en ce sens que oui, les anglophones sont des Camerounais dont ils font partie de la nation, mais ce n'était pas un dialogue national au sens où il intègre toute la nation et il intègre tous les problèmes de la nation. Déjà qu'à l'intérieur de la question anglophone, il n'intégrait pas toutes les questions anglophones. Pire, il n'intégrait même pas les questions que les anglophones revendiquaient, les questions qui ont conduit à cette crise, les questions qui ont conduit à ce dialogue. Donc, mes attentes personnelles, ça va vous surprendre, je vais dire, le dialogue a totalement comblé mes attentes, c'est-à-dire qu'il s'est passé exactement ce que je m'imaginais. Je savais que ce ne serait pas un dialogue sérieux et je savais que la situation n'allait pas s'améliorer après ce fameux dialogue, précisément pour les raisons que je viens d'évoquer. Il y a deux principes qui ont conduit à ce dialogue. En fait, il y a une double crise au Cameroun. La crise politique qui a été totalement refusée par le gouvernement, elle est plus nouvelle que la première crise, qui est cette première crise, la crise anglophone en elle-même. Et les préoccupations de cette crise anglophone étaient notamment la question de l'autonomie des régions, de l'autonomie des zones, des principales zones du Cameroun. Pour faire court, la forme de l'État. Les anglophones se sont rendus compte que leurs préoccupations ne sont pas comprises par un gouvernement central qui siège à Yaoundé et qui pense qu'on peut résoudre sans toucher du doigt les réalités du terrain, les problèmes de ces gens-là. Donc, ils ont élaboré des solutions qui leur convenaient, eux, mais qui ne répondaient pas aux préoccupations des anglophones. Et quand les anglophones sont allés revendiquer, on leur a tapé dessus. Ça a donc mis de l'huile sur le feu et ça a radicalisé certains d'entre eux qui se sont proclamés ambazoniens et qui ont dit voilà, on ne veut même plus faire partie de ce Cameroun, on veut créer notre État à nous de manière autonome où on pourra se gérer loin de Yaoundé. Et les moins radicaux d'entre eux ont dit on ne va pas nous désolidariser, nous disloquer, mais on veut quand même cette autonomisation de l'administration, on veut avoir des prérogatives à nous, on veut un État fédéral où ce n'est pas l'État central à Yaoundé qui décide de tout, d'autant plus que la culture historique de ces régions-là, le indirect rule, c'est-à-dire l'administration indirecte, avait habitué les gens de cette zone, si on prend pour point de référence temporelle l'époque coloniale, avait habitué ces gens à s'administrer d'une certaine façon. Or, à Yaoundé, le modèle colonial français avait habitué à ce que, voilà, tout est auto-centré et les populations ne sont que des suiveurs. Le fait de ne pas considérer ces éléments, de ne pas mettre sur la table ce qui créait vraiment des problèmes, a discrédité ce dialogue dès le départ.
Atanganji avait dit qu'on discutera de tout sauf de la forme de l'État. Et c'est exactement ce que Paul Biya a fait, où on a mis un canevas de communication. On a dit voici les éléments qu'il ne faudra pas évoquer. Comme si l'administration Biya faisait sciemment boycotter sciemment les véritables enjeux qui posent problème. On comprend donc que c'était surtout une sorte de concertation de façade où on décide seul des thématiques, dont l'appellation dialogue. Et cette façade-là a été déjà très courte. Un, Paul Biya lui-même n'y a pas participé. Deux, trois, on a vu qu'après, il a effectué un voyage à l'international. On comprend donc que c'était en fait d'une sorte de billet d'entrée pour retrouver d'une certaine façon grâce auprès de ses homologues internationaux, notamment la France, en plus de la libération de Maurice Kamto. En fait, tout ce n'était qu'un jeu politique pour redorer d'une certaine façon son blason, dans l'espoir que ça allait calmer ceux qui revendiquent. Sauf que, n'ayant pas satisfait les attentes de ceux qui revendiquent, l'après-dialogue ressemble exactement à l'avant-dialogue. C'est peut-être même pire, parce qu'il n'y a pas que la région anglophone qui pose problème à l'heure actuelle. Voilà. Alors, Wilfried, ce qui voudrait tout simplement dire que vous êtes d'avis avec l'Union européenne qui demande encore au Cameroun d'organiser un autre dialogue et cette fois-là, un vrai dialogue inclusif. Je l'ai dit avant même l'Union européenne et j'ai même dit aussi dans ce registre que la gouvernance par l'arrogance et la violence entraîne l'ingérence. C'est un beau jeu de mots avec anse en terminaison, mais c'est exactement ce qui se passe. Quand vous avez des citoyens qui ont des revendications mineures et que vous ne les écoutez pas, vous réagissez par arrogance parce que vous dites que bon, ces sous-hommes-là ne peuvent pas parler avec vous, c'est ce que Emmanuel s'est dit. Le ministre de la Communication avait dit sur Paul Biya et Maurice Kamto, quand Maurice Kamto demandait de dialoguer, il demande qui est Maurice Kamto pour que le grand Paul Biya dialogue avec lui. Forcément, quand vous refusez de dialoguer avec votre compatriote, vous ne devez pas être surpris après que ceux qui ne sont pas vos compatriotes mettent la bouche dans vos affaires pour s'exprimer crûment. Donc, cette arrogance-là a conduit à ce que Paul Biya a tenu le fameux monologue avec ses personnes, ses arcanes personnels, qui font donc que la situation ne s'est pas améliorée en raison, entre autres, du fait que Maurice Kamto a été libéré, oui, mais il a été libéré après le dialogue, pas avant. En fait, je n'ai pas envie d'utiliser le mot moquerie, mais c'est un pied de nez à la logique où quand tu as une double crise, non seulement tu ne mets pas les acteurs principaux de ces doubles crises, mais en plus tu mets la crise elle-même en n'incluant pas ces acteurs-là. C'est encore heureux qu'il accepte la crise anglophone, mais sur la crise politique qui concerne notamment le contentieux post-électoral avec le MRC, on n'a même pas voulu accepter qu'il y avait une crise politique. Comme il y a 3 ans, on n'a pas voulu accepter qu'il y avait une crise anglophone, ou du moins une crise camerounaise. Alors, le dialogue n'était donc pas un dialogue national, comme je l'ai dit dans mes premières affirmations, parce que le dialogue national, au sens de il inclut tous les acteurs de la nation, il ne l'a pas été. On pouvait profiter et utiliser le modèle de la France, justement, où le dialogue avait duré 3 mois, où Emmanuel Macron était personnellement là et où il écoutait des questions diverses et variées sur les principales problématiques des maires, les problématiques quotidiennes de tout le monde. On peut profiter justement d'un contexte comme celui-là pour mettre sur pied l'ensemble des problèmes du Cameroun. C'est à ça qu'un président sert. Un président, puisqu'il se proclame président, ne peut pas dire le seul problème dont j'ai envie de parler actuellement, c'est le problème anglophone. Il ne peut pas se dire que si quelqu'un met sur la table le problème de l'électricité, c'est que cette personne est un trouble fait. Non. Le problème de l'électricité est un problème réel, il est actuel, il concerne ses concitoyens et donc il est permanent et il peut être évoqué n'importe quand, qui plus est dans le cadre d'un dialogue comme celui-ci. Il fallait donc un dialogue national à 2 niveaux qui inclut toutes les thématiques et qui dure dans une période beaucoup plus longue avec la présence de Paul Biya lui-même et de 2 qui inclut les principaux acteurs de la contestation.
Comme cela n'a pas été fait, rien n'a été résolu, il y a eu une très belle réunion d'hommes en cravate et en tenue traditionnelle qui ont fait des dîners copieux et y ont pris de belles photos au Palais des Congrès. Ils sont passés à la télé, ils ont réclamé des interviews, ont fait des poignées de main. C'était très joli, c'était du beau spectacle. C'est bien pour ceux qui aiment le paraître, comme dans la République du paraître que nous avons depuis 37 ans. Et comme justement les acteurs internationaux sont plus rationnels que nous en tant qu'arbitres, c'est-à-dire comme ils ne sont pas camerounais, eux, ils peuvent voir ce qui a marché ou pas. Le problème, évidemment, c'est que leurs intérêts aussi étant en jeu, ils vont évidemment aussi profiter de certaines situations troubles pour tirer leur épingle du jeu, d'où l'avertissement qu'on avait donné à Paul Biya. Mais maintenant, étant donné que d'une certaine façon, en tout cas en ce qui concerne la France, il a plus ou moins la bénédiction de l'ex-métropole française, il n'a pas à craindre, en tout cas pour l'instant, pour son hégémonie, pour son pouvoir, pour sa légalité au vu de cette métropole-là. Mais au moins, la France est obligée d'admettre d'une certaine façon que la situation au Cameroun est trouble et que peut-être ça peut lui retomber dessus si Paul Biya continue de jouer la carte de la répression, la carte de la violence, la carte d'arrogance en écartant l'opposition, en écartant les avis dissidents. Il va confirmer au fur et à mesure la version selon laquelle non, le dialogue ne s'est pas tenu comme il se devrait, d'autant plus qu'il y a des Camerounais de la diaspora qui font beaucoup parler de surtout les capitales européennes où Paul Biya se rend, en protestant, en revendiquant et en faisant des coups d'éclat. Ça ne passe pas inaperçu auprès de ces puissances-là, puisqu'il y a leurs journaux qui en parlent, il y a leur police qu'ils sont obligés de mobiliser avec les frais que ça comporte. En fait, il y a une pression que les biaïstes ou les RDPcistes ou les partisans, en tout cas de ce système, refusent d'admettre parce qu'ils sont toujours dans la négation du fait. Mais cette pression, elle est bien là et elle finit par aboutir à ceci. Alors oui, je suis d'accord avec l'Union européenne qui demande l'ouverture d'un autre dialogue. Et celui-là, il doit être vrai. La réussite d'un dialogue va dépendre de la capacité de tout le monde à écouter des choses qui ne lui plaisent pas. Paul Biya doit écouter et être capable de s'ouvrir au fait que le fédéralisme est certainement la meilleure solution pour le Cameroun actuel. Quand vous avez 37 ans de gouvernance qui n'ont pas produit de résultats, il faut que vous changiez de formule. Parce que croire par miracle à 87 ans et après 37 ans et un nouveau mandat de 7 ans et tout ce qu'il y a 7 derrière, que les choses vont s'arranger comme par miracle, alors que par le passé, ça n'a pas été le cas. C'est être naïf, c'est même une conception perverse de ceux qui sont simplement contents d'être au pouvoir et qui veulent que la population supporte les souffrances, même si la situation ne s'améliore pas. Donc ce dialogue-là doit inclure le fait que les solutions ne plaisent pas à Paul Biya. Un président prétendu n'est pas là pour imposer ses avis, mais pour implémenter les meilleures opinions qui peuvent servir au pays, même si personnellement il n'est pas d'accord avec. Donc s'ouvrir à la question du fédéralisme, s'ouvrir à la question de la crise post-électorale, parce qu'on nous parle des législatives en 2020 avec les mêmes codes électoraux qui peuvent aboutir dans les mêmes contentieux. On nous parle des tricheries aux élections présidentielles et ceux qui disent qu'il faut tourner la page et passer à autre chose nous condamnent à revivre la même chose. En ce sens-là, c'est un peu de la naïveté, voire de la stupidité politique qu'il ne faut pas que nous commettions à nouveau. Donc, le prochain dialogue national doit être tout le contraire de ce qu'a été la petite farce de 4 jours que nous avons eue pour donner l'impression que la situation s'est calmée. J'approuve sur la forme, enfin, dans le fond, la proposition de l'Union européenne parce que nous avons proposé ça avant l'Union européenne et maintenant sur la forme, il faudra que ce soit beaucoup plus détaillé, beaucoup plus élaboré que ça. Voilà. Alors, Wilfried, il est donc question de réorganiser un autre grand dialogue avec toutes les parties que vous venez donc de citer, mais il se pose une question fondamentale qu'il faudrait résoudre, c'est la sécurité des personnes qui viendront. Vous avez parlé par exemple de ces Camerounais de la diaspora, on parle également de ces combattants qui sont encore en pouce, qui n'ont pas encore déposé les armes. Quelle garantie ces personnes ont-elles de savoir que si nous arrivons pour ce dialogue-là, nous allons rentrer sains et saufs? Pour l'instant, il n'y en a pas, et c'est la faute de cet État-là, ce système politique, l'administration Biya,
qui a péché par un déficit de crédibilité criard. Quand la parole de l'État est sans cesse bafouée par l'État lui-même, cet État perd en crédibilité, il perd en solidité. Enfin, sa parole devient comme un vase creux. Vous avez beau y verser du liquide, le vase ne se remplit pas parce qu'il y a un trou au fond. Et il y a un énorme trou au fond de l'État camerounais qui est même plus grand que le trou d'ouverture. Vous avez monsieur, enfin, heureusement qu'il a été libéré, il y a, enfin, juste après, mais il y a eu un petit imbroglio autour de son histoire, monsieur Mpadi Asanga, qui a été invité par, justement, les éléments de, enfin, les principaux acteurs de ce dialogue pour participer. Il est ici avec nous dans la diaspora allemande, et quelques jours après le dialogue, il s'est retrouvé au secrétariat d'État à la défense, au CED, que moi j'appelle le secrétariat d'État à la torture, le SET, SET, avec tout ce qui s'est passé comme exaction, notamment envers Mamadou Mota, qui par ailleurs est encore incarcéré. Bref, ce type d'incongruité. Quand on a un État comme ça qui bafoue la dignité humaine et qui bafoue ses propres principes, et qui parfois, enfin, brille par son opacité. Monsieur Asanga a certes été libéré, mais on n'a pas d'éclaircie sur ce qui s'est vraiment passé, pourquoi est-ce qu'il était incarcéré, pourquoi. En fait, il y a tous ces gros points d'interrogation là qui fait que Paul Biya ne nous facilite pas les choses et ne se facilite pas les choses à lui-même. Donc, l'État qui vous dit venez doit lui-même trouver les moyens de vous assurer que si vous avez envie de repartir par la suite, vous avez la latitude de le faire. Lorsqu'on a enfermé Maurice Kamto pour des choses dont on était incapable de prouver le fondement, en 9 mois, on a repoussé des procès de manière indéfinie. On n'a pas été capable de prouver la culpabilité de ce qui l'a fait faire 9 mois en prison. Même si on parle après de grâce présidentielle, bon, on est le seul pays où on gracie les innocents, parce que quand on ne vous a pas condamné, vous êtes présumé innocent. Mais quand on a dans un État qui se comporte comme ça, ceux qui ont, contrairement à Maurice Kamto, pris les armes et tué des gens, comment sauront-ils que eux, on les laissera venir parler comme les fameux anciens combattants qu'on nous a présentés avec beaucoup de folklore et beaucoup de flou et beaucoup d'incertitudes. Ces gens-là ne savent pas comment. Ils peuvent avoir la garantie que oui, on les ramènera, enfin ils retourneront, ça, ils sauvent là d'où ils viennent. Donc on peut quand même procéder de plusieurs façons. On peut avoir des arbitres internationaux, je ne sais pas, le président de la République d'un pays voisin, prenons, je ne sais pas, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, il peut venir et être la garantie à ces gens-là qu'ils vont rentrer chez eux, en sachant que voilà, on a la protection du président centrafricain ou du président capverdien ou du président congolais Félix Tshisekedi. Voilà, il est là présent, il assiste en tant que médiateur à une concertation comme celle-là et il s'assure que tous les principaux acteurs ont été après, enfin, ont pu après regagner leur peine. L'enjeu, ce qu'on ne doit pas oublier précisément, c'est que l'enjeu, c'est la réconciliation du Cameroun. Les gens pensent que nous critiquons le dialogue parce que nous voulons que le pays parte en fumée. Bien au contraire. Si nous critiquons le dialogue, c'est parce que la façon dont il est tenu ne permet pas de résoudre les problèmes du Cameroun. Et donc on se dit, il vaudrait mieux qu'il ne se tienne pas. Pour régler les problèmes et réconcilier les Camerounais à jamais, on peut dire à ceux qui ont commis des crimes et des exactions, comme la solution n'est pas de continuer à se faire la guerre, on va faire un compromis. Venez participer au dialogue et participer à l'effort de paix. Les Rwandais se sont réconciliés, ont essayé d'oublier, de faire avec, parce que l'intérêt supérieur de la nation prévalait. Donc, on peut dire à ces gens-là, vous allez vous retrouver avec nous dans le cadre de ce dialogue et en fonction de votre volonté, en fonction de votre participation à l'effort de paix, à restaurer les crimes que nous avons causés, parce que quand on parle des anglophones ou des ambazoniens, je suis désolé, c'est une responsabilité partagée. Les ambazoniens sont une création entière de Paul Biya. Il ne fallait pas fouetter des gens qui revendiquaient pacifiquement. Quand quelqu'un revendique pacifiquement et que vous le fouettez, vous lui donnez l'information selon laquelle son pacifisme ne sert à rien, que s'exprimer pacifiquement ne vous touche pas. En gros, vous l'obligez, vous le condamnez à utiliser la méthode violente parce que c'est celle-là que vous écoutez. Et ils n'ont pas seulement matérialisé cela sur les anglophones, ils l'ont fait envers les partis politiques aussi. Si vous avez regardé
enfin, un petit reportage sur Célestin Jammeh qui racontait les sévices qu'il a subis dimanche dernier, qu'il a subis lors de son arrestation, la fusillade, l'ordre qui a été donné de lui tirer dessus, bref, des choses abominables où on se dit, mais voilà des gens qui s'expriment pacifiquement, vous leur tirez dessus, donc vous usez de la violence en premier temps, vous les radicalisez. Pourquoi après, s'ils deviennent rebelles, s'ils deviennent terroristes, vous êtes encore surpris? Quand ils ont parlé, vous avez refusé. Donc, en raison de cette responsabilité partagée, on réunit donc les principaux coupables, c'est-à-dire les Amazoniens et l'État camerounais, et ils se mettent à discuter et chacun participe à l'effort de paix en étant prêt, en ayant accepté que certaines choses ne vont pas nous plaire. C'est ça le compromis. Tu me cèdes deux ou trois choses, je te cède deux ou trois choses. Match nul, on essaye d'avancer parce que rien n'est parfait, tout le monde ne peut pas être heureux comme il le souhaiterait. Donc on peut structurer ça comme ça. On peut inviter M. Ayoub Tabé et dire, en fonction de sa participation à l'effort de paix, on allège sa peine. Je ne demande pas qu'on le libère totalement parce que oui, il est quand même un chef rebelle qui a demandé à exécuter du Camerounais. Quelles que fussent ses motivations. Donc, on peut quand même alléger sa peine. On peut dire, au lieu de la prison à perpétuité, il aura 20 ans, 25 ans, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que dans 20, 25 ans, il sera encore en vie. Il peut passer ses vieux jours en liberté. Donc, il y a plusieurs façons de procéder. Il y a plusieurs types de compromis auxquels on peut aboutir. Ce qui est sûr, pour ceux qui refusent ces méthodes ou ces propositions que nous faisons, que ce soit sur l'assistance des présidents étrangers, des diplomates étrangers pour assurer la sécurité de ceux qui viendront, ou ou que ce soit la participation des leaders comme Ayoub Tabé à ces discussions avec promesse d'allègement de la peine, ce genre de choses. Ceux qui disent que non, il ne faut pas faire ça, que c'est trop naïf, qu'ils se rendent compte que justement, le fait d'avoir fait le contraire de ce que nous proposons n'a pas du tout résolu le problème. Et quand on a échoué par ces propositions, on devrait y avoir l'humilité d'écouter les propositions des autres. Voilà, merci infiniment pour cette contribution, Claude de Wilfried et Kanga. Je rappelle que vous êtes notre invité et vous avez parlé tout à l'heure de la réconciliation nationale. Il n'y a pas que ces questions anglophone qui trouble un peu la paix sociale au Cameroun. Il y a également cette question même du tribalisme avec ce regain de xénophobie dans la région du Sud et au niveau de Sambelima. Alors, comment peut-on faire pour résoudre ces problèmes-là qui sont fondamentaux avant maintenant de voir ce problème global qu'on vient de souligner dans le cadre, n'est-ce pas, de ce grand dialogue national? Vous avez utilisé un terme grave, xénophobie. Les Grecs disaient xénos, l'étranger, et phobia, la peur. Donc, xénos, phobia, la peur de l'étranger. C'est grave lorsqu'à l'intérieur d'une même frontière, on se considère comme des étrangers et des autochtones. Là, ça devient malsain, ça devient pervers, et on a quelques aperçus de ça dans certaines régions du Cameroun. Heureusement, si je peux dire, heureusement, le tribalisme en lui-même n'est pas la source du chaos que nous avons. Le tribalisme, par exemple, dans le cas de Sambelima, devient simplement le prétexte qui part d'un problème plus grand. Et le problème plus grand, c'est le ventre vide, pour illustrer ça de manière compréhensible pour tout le monde. Le ventre vide, c'est-à-dire les populations sont démunies, les populations n'ont pas de travail, les populations ont faim, et ils voient certaines personnes qui ont l'air de mieux s'en sortir, et ces personnes deviennent le bouc émissaire. On l'a vu en Afrique du Sud, déjà il y a 3 ans, lorsque Godwill Zwelithini, le chef des Zolos, qui est la plus grande communauté tribale en Afrique du Sud, avait informé son peuple du fait que les étrangers sont en train de prendre toutes les richesses et du coup, les Sud-Africains se sont mis à poignarder, à tuer et assassiner les étrangers. Ils avaient oublié les principaux tenants de la richesse sud-africaine, c'est-à-dire les Blancs, les fermiers blancs qui sont arrivés d'Hollande depuis la fin du XVIIe siècle et qui ont pris plus ou moins la totalité des ressources de la République, enfin, de ce qui deviendra plus tard la République. Au Cameroun, à Sambelima par exemple, parce que c'est le cas le plus actuel, on a presque la même situation.
Elle part de plusieurs problèmes. On a un État, comme j'ai présenté au début, jacobin, qui centralise le pouvoir, une sorte d'absolutisme. L'État, c'est moi, comme disait Louis XIV, Charles de Gaulle et maintenant Paul Biya. Donc tout se passe à travers lui. Rien ne se fait sans son accord. On ne fait rien qui ne lui plaise pas. On ne fait que ses solutions. Donc l'État, c'est moi. On centralise tout. Le problème, c'est qu'après, on ne crée pas une économie derrière qui suit. On obéit au modèle français qui fait que parce qu'on est ministre, parce qu'on est sous-préfet, parce qu'on est député, on est le plus beau, le plus grand, le plus intelligent. Or, la richesse n'est pas créée. À ce moment-là, tout le monde, pour être dans le plus beau, le plus grand, le plus classe, veut être député, sous-préfet, ministre. Malheureusement, c'est impossible parce que le nombre de postes est limité. Quand la fonction publique devient le premier employeur, je le clame toujours, c'est que cet État-là n'a rien compris à ce qu'on appelle le développement. Donc, les postes de la fonction publique étant occupés, le secteur privé n'étant pas encadré, c'est l'informel qui gangrène la société. L'informel ne permettant pas de manière digne à subvenir à ses besoins, les gens se retrouvent totalement démunis. Sauf que parallèlement, il y a des gens, notamment nos compatriotes de l'Ouest, les Bamileke, qui ont compris, ou les Bamoun, le cas échéant, en tout cas, une grande partie d'entre eux a compris, je ne veux pas faire de caricature, a compris que d'une certaine façon, lorsque l'État ne répond pas à nos besoins, on doit plus ou moins se débrouiller de manière autonome. Donc, ce sont des gens qui se sont habitués, qui ont intégré dans leur logiciel, dans leur tête que l'État n'existe pas et qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes, qui ont donc justement qui se sont donc serrés les coudes pour implémenter une activité économique autonome partout où ils se sont implantés au Cameroun, aussi bien à l'ouest qu'ailleurs. Donc, ceux qui sont à Sangmé-Lima ont commencé justement à faire fructifier les petits biens qu'ils possédaient. Ces biens sont devenus des actifs, c'est-à-dire des choses qui génèrent des biens supplémentaires, qui génèrent des rentrées d'argent, et ça les a rendus autonomes. Devant maintenant la grosse débandade, le grand dénouement, la grande pauvreté qu'il y a dans ces zones, il a fallu d'une petite étincelle ce qu'on appelle les autochtones, entre guillemets, évidemment, un mot que je déteste au plus profond de moi, mais ce qu'on appelle autochtones de ces zones, devant la tragédie qui est survenue à l'un des leurs, je mets encore les guillemets, ce sont des propos très douloureux. Ce qui est arrivé à l'un des leurs les a donc justement piqués au vif et ils ont dit, c'est devenu justement le prétexte, ils ont profité de la situation, ce qu'on appelle le casus belli, l'occasion de guerre, ils ont profité de la situation pour s'en prendre à leurs compatriotes, à ceux qui sont évidemment leurs compatriotes Bamileke et Bamoun, en allant saccager leurs supermarchés. Ils ne sont pas allés saccager les commerces parce que c'était les Bamileke et les Bamoun, non. Ils sont allés saccager les commerces parce que les Bamileke et les Bamoun étaient les plus nombreux à disposer de commerces justement dans ces zones, comme ils le sont souvent dans beaucoup de zones à travers le pays. Donc, ils sont simplement allés dans les commerces, que ce soit pour des Bamileke, des boulots, enfin, peu importe, ils sont allés profiter de la situation pour accumuler quelques nourritures, quelques aliments, quelques provendes pour quelques jours. C'est ça qui ridiculise, qui infantilise en fait encore enfin, l'Africain que nous sommes. Quand on est réduit à faire cela, c'est que l'État a totalement failli. Donc, le tribalisme, comme je l'ai présenté, est simplement l'aperçu, le prétexte qui a été utilisé pour avoir un peu de quelque chose. Donc, sans trop réfléchir, ils se sont embrigadés dans la tête que ce sont ces gens-là qui nous prennent nos pôles économiques, nos structures, pourtant les principales élites, comme on les appelle, les principaux auxiliaires d'administration qui sont chargés d'implémenter la politique de l'État central, la politique économique de l'État central qui permettrait à ces zones de prospérer, ne l'ont pas fait. Comme les fermiers en Afrique du Sud, ils sont les principaux responsables de la misère qui sévit dans ces régions. Et encore pire parce qu'eux, ils sont auxiliaires d'administration, ils sont l'administration, ils représentent donc l'État et doivent faire ce pourquoi ils ont été nommés. Un ministre, un sous-préfet est un serviteur. On parle beaucoup le grec aujourd'hui, minister. C'est un serviteur. Il est justement là pour apporter quelque chose à celui à qui il doit son mandat. Il ne l'a pas fait et donc nous avons cela. Maintenant, il faut craindre la réaction en chaîne parce que c'est là où le véritable tribalisme intervient. Quand il y a la réaction en chaîne, les esprits s'échauffent et ce qu'on a massacré, ce dont on a vandalisé, les boutiques se disent voilà, vous ne faites rien, vous venez détruire nos entreprises alors que nous ne vous avons
pas fait de mal, c'était un cas isolé, vous êtes paresseux, vous devez travailler par vous-même. Et donc, eux aussi, ils ripostent la violence n'engendrant que la violence, bah, on aboutit à ce qu'on a eu un peu partout en Afrique, ou alors à la rwandardisation du Cameroun, parce qu'en 94, le volcan a explosé quand on disait à une tribu, les Baroto, que les bateaux s'y sont supérieurs. Bref, ce genre de choses. Maintenant, pour résoudre le problème, pour empêcher l'hémorragie, il faut qu'à long terme, l'État comprenne ce pourquoi il est là. Quand le MRC parle d'État illégitime, les gens pensent que c'est une légende ou des paroles en l'air, mais l'illégitimité vient de deux éléments. Vous devenez nuisible quand, un, vous frottez aux élections, ça a été le cas. Je veux dire, tout le monde pose encore la question à Paul Latanga, d'où ils venaient les émissaires de Transparency International, sans réponse. Vous devenez nuisible. Deux, quand ce pourquoi vous avez été nommé n'est pas pratiqué. C'est pour ça que les Brésiliens ont voté, ont engagé la procédure de destitution de Dilma Rousseff, au Brésil en 2016 parce qu'on se rendait compte, voilà, il était coupable de corruption ou de ce genre de choses. Parce qu'on dit, tu es un dirigeant, tu dois diriger le pays, tu dois faire ce qui est bien pour la République et non tirer des bénéfices personnels. Donc, la bonne gouvernance, elle est fondamentale. Et avec cet état-ci, évidemment, elle n'aura plus lieu, je préfère le dire comme ça. Il faut un nouveau système, il faut une nouvelle administration, une nouvelle façon de gouverner qui met au centre les problèmes économiques de ces populations et qui leur permet de s'autonomiser et de pouvoir eux-mêmes créer les structures avec l'encadrement de l'État, les structures qui leur permettent de sortir de là. Voilà. Merci infiniment, Claude Westphal et Kanga, pour cette intervention. Je voudrais quand même que l'on revienne un peu sur ces quelques résolutions de ce grand dialogue national, même si vous avez battu en brèche une bonne partie des décisions prises. Mais je voudrais quand même qu'on revienne sur cette décentralisation ou ce fédéralisme. Moi, je voulais savoir véritablement, et vous l'avez dit en partie, que le fédéralisme pourrait donc apporter ce calumet de la paix dans ces différentes régions. Je voudrais que l'on revienne sur cette question de double nationalité et de la suppression des délégués du gouvernement. Alors, ce sont des résolutions qui ont été prises. Quels sont vos commentaires à ce sujet? La double nationalité, il n'y a pas de réponse absolue. Les gens doivent comprendre que tout dépend du contexte, tout dépend du pays. La double nationalité n'est ni bonne ni mauvaise. La double nationalité peut avoir des dérogations, peut avoir des cadres précis. On peut l'implémenter de plusieurs façons. On peut dire, on fait une phase expérimentale de 2 ans et on voit le résultat de ce que les binationaux ont apporté au pays. Est-ce qu'ils ont, entre guillemets, vendu nos pays aux mains de leur deuxième pays, ou alors est-ce qu'ils ont apporté une plus-value? Les Chinois, par exemple, ne voudront pas de la double nationalité. Or, la Chine est la première croissance économique du monde. L'Allemagne, dans certains cas depuis 2014, permet la double nationalité, par contre, et l'Allemagne, en même temps, est aussi le premier exportateur mondial de biens. Donc, on voit deux pays qui ont deux systèmes différents, mais qui sont quand même en tête des économies mondiales. Donc, c'est possible dans un système comme dans l'autre de procéder d'une façon ou d'une autre. Maintenant, dans le cas camerounais, on voit bien que la diaspora camerounaise a beaucoup à apporter. On est dans un pays très misérable où c'est ceux qui ont voyagé. En tout cas, certains d'entre eux ont l'avantage, parce qu'ils ont vu une autre partie du monde, d'avoir un angle de vue plus large et ont la bonne volonté de faire certaines choses dans le pays. Et parfois, ils y vont bel et bien, essaient d'implémenter des choses. Ce n'est pas permis parce que la bureaucratie, parce que justement, cette discrimination-là fait que sur le titre foncier, sur certains éléments, ils n'ont pas la possibilité d'implémenter leurs projets. Alors que dans le même temps, les grandes personnalités comme Samuel Eto'o ou encore tous ces ministres-là ont des doubles passeports. Et ça, ce ne fait pas très sérieux. Donc c'est bien qu'il y ait évolution dans ce sens-là maintenant. La question est dans l'implémentation. Maintenant, pour le délégué du gouvernement, on peut appeler ça comme on veut. L'essentiel dans un pays, quand on veut administrer, quand on veut décentraliser, c'est qu'il n'y ait pas justement de poste farfelu. Le délégué du gouvernement, s'il est perçu comme le bras étendu du RDPCO du pouvoir, ce n'est pas de la réelle décentralisation au sens fédéral.
Si on parle de décentralisation au sens d'autonomie, c'est que les chefs de région, les responsables de région, les gouverneurs de région ou bien les mini-présidents ou les mini-chefs des États fédérés qu'il y aura seront des entités libres qui pourront parfois mettre sur pied des réformes auxquelles l'État central n'a pas pensé. C'est le cas de l'Allemagne. Lorsque dans la Bavière, dans la ville de Munich, les Bavarois décident de construire, je ne sais pas, un deuxième stade à côté de l'Allianz Arena, on ne va pas demander à Angela Merkel si elle est d'accord ou non. C'est un État libre. Les Allemands appellent ça le Freistaat, l'État libre, qui fait qu'on peut décider justement de configurer la ville, de configurer la cité autrement, sans demander à la chancelière si elle le veut ou pas, simplement parce qu'on a vu que c'est ce qui nous convient le mieux. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Avoir à la tête de nos régions, de nos zones, des gens qui sont proches de la population, ça peut même être des chefs traditionnels qui gagnent une plus grande autorité aussi, sans être des auxiliaires corrompus d'une administration ou d'une opposition, mais qui gagnent justement en responsabilité et qui, parce qu'ils côtoient les populations tous les jours et représentent une autorité morale, peuvent conseiller, peuvent proposer, peuvent implémenter des propositions qui, pour elles, sont ce qu'il faut aux concitoyens. Donc, la problématique des mesures de ce dialogue est dans son implémentation. Souvenez-vous, on avait un ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation qui a été coupé en deux, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a donc un ministère de l'administration territoriale qui ne fait pas son travail parce que Transparency International est venu, est reparti, personne ne sait qui ils étaient. Il y a un ministère de la décentralisation dont on n'a pas la moindre idée de ce à quoi il sert, ni de ce à quoi sert ce ministre, à part recevoir son salaire à la fin du mois et bénéficier d'une protection. Cette bureaucratie barbare sous forme de népotisme et de copinage doit disparaître au profit du pragmatisme où les véritables, où les postes sans fonction des véritables problèmes de la nation et où on réduit au maximum le nombre de postes farfelus, où on désintéresse un peu la population de l'administration pour la focaliser sur la production des biens et des services, ce qui la rend heureuse. Dont l'implémentation sera le principal problème. On peut avoir sur le papier toutes les mesures, les plus belles mesures possibles, mais si sur le terrain elles ne sont pas implantées comme depuis 1996, décentralisation, c'est depuis la Constitution du 18 janvier. On a même aussi l'article 66 sur la déclaration des biens. On avait l'article 47 de la Constitution de 61 qui ne voulait pas, qui prévoyait qu'on ne disloque pas le pays, enfin qu'on ne disloque pas le principe de fédéralisme et qu'on ne passe pas à la République unie de manière unilatérale. Bref, il y a ces lois-là qui ne sont pas respectées, il y a ces lois-là qui sont fixées mais qui ne sont pas implémentées. Pour qu'on ne soit plus naïf, je dis qu'il ne suffira pas, après un débat de 4 jours, de mettre sur le papier, voici ce qu'on va faire. Il faudra établir un canevas clair et transparent d'action. On dit à partir de novembre, on met telle pierre, à partir de janvier, on pose tel parpaing dessus, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on progresse jusqu'à l'implémentation totale. Tant que cela n'est pas fait, on est encore dans le folklore qui nous influence. Voilà, merci infiniment. Wilfried Claude Ekanga pour cette clarification. La dernière question avant qu'on ne se sépare, est-ce qu'il n'est pas également de bon ton que les stars camerounaises puissent être impliquées dans ce dialogue national qu'on trouve à ce grand forum des footballeurs camerounais comme Samuel Eto'o-Fils et autres, que sur le plan musical, les Richard Bona, ceux-là qui portent haut le flambeau du Cameroun à l'étranger pour apporter une certaine onction à ce dialogue? La plupart des pays dans le monde se sont développés par leur diaspora. Même l'Europe, actuellement, c'est la diaspora européenne qui développe l'Europe. Bolloré, Nestlé, Carrefour, ce sont des acteurs de la diaspora européenne. C'est-à-dire pour la France, pour le Cameroun, en tout cas pour le cas du Cameroun, ce sont des Français de la diaspora parce que Bolloré, il voyage, il a ses filiales partout à l'international, il fait ses choses, il grossit. Et voilà, et il profite parce que justement les impôts en tout cas sont plus payés à l'État français qu'à l'État camerounais. Les biens sont toujours rapatriés à l'étranger. En fait, c'est pour la France qu'il rayonne. Quand il achète une concession africaine, bah, c'est pour la France. Il en est de même pour les Chinois et consorts. Le groupe chinois Geely,
a acheté le constructeur automobile Volvo, le grand constructeur suédois Volvo, en 2010. Et maintenant, il est propriétaire de la filière transport et car du groupe Volvo. Et c'est pour le compte de la Chine parce que ça emploie des Chinois, ça crée de la plus-value dans l'économie chinoise. Donc, les diasporas développent les pays. C'est la même chose avec les Libanais qu'on voit en Côte d'Ivoire, les Grecs, les Vietnamiens, les Pakistanais qu'on voit au Cameroun, les Chinois, etc. Donc, le Cameroun aussi doit comprendre que sans sa diaspora, il aura du mal à décoller. Paradoxe, la diaspora camerounaise est mise à l'écart parce que politiquement, elle ne soutient pas le gouvernement. Paul Biya et son gouvernement pensent qu'une bonne diaspora, c'est celle qui a des projets et qui soutient Paul Biya. Or, une bonne diaspora, c'est une diaspora qui a des projets tout court. Qu'elle soutienne Paul Biya ou pas, si elle a des projets qui permettent au pays d'émerger, elle doit être mise à contribution. Parce que Richard Bona n'aime pas Paul Biya, il a beau être le meilleur bassiste de tous les temps, il a beau être le meilleur bassiste africain, le meilleur bassiste du monde actuel, on ne lui permet pas de fouler les terres de son pays avec tout l'honneur que ça pourrait nous apporter, parce que voilà, c'est un dissident. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous, dont justement les potentielles contributions sont mises à l'écart parce que nous avons dit nous n'aimons pas Paul Biya. Alors les stars, les bonnes stars, sont comme Samuel Eto'o, celles qui disent bravo président de la République, il m'a tout donné, je lui dois tout soutenant le président Paul Biya, sans tenir compte de la situation politique. On ne demande pas à nos stars de se prononcer pour un dirigeant ou pour un autre. On leur demande de se prononcer pour le peuple camerounais. Et si la logique nous dit, et si les réformes qui feraient du bien au peuple camerounais sont contre les réformes de Paul Biya, il faut être capable de dire, voilà, je suis contre. Samuel Eto'o est quelqu'un de très riche, il n'a pas besoin de quoi que ce soit, il ne tend pas la main à quelqu'un pour avoir quoi que ce soit. Donc il est autonome, il peut donc s'exprimer de manière normale et non plus se croire dans un état stalinien où il faut toujours faire des courbettes même quand le contexte est totalement pourri. La footballeuse américaine Megan Rapinoe, qui a été sacrée meilleure chose de la Coupe du Monde féminine d'il y a quelques mois en France, a refusé d'aller rencontrer Donald Trump à la Maison-Blanche parce qu'elle trouve qu'il opprime les minorités. Bon, vous savez, ils ont une autre réalité, mais je la comprends. Selon la réalité américaine, elle... Alors, quelques petits soucis, hein. Ou avoir peur et montrer déjà que les choses ne vont pas bien dans notre pays. Donc, moi, je les invite solennellement, que ce soit dans leurs chansons, comme le faisait Longuet Longuet, en imprégnant des messages sociopolitiques, que ce soit dans leurs concerts, dans leurs discours, dans leurs interviews, en disant quand même quelque chose qui peut permettre au pays d'avancer. La désolidarisation totale de la politique, c'est une sorte de complicité avec la barbarie. C'est pour ça que tous ceux qui se taisent dans ce contexte-là sont considérés comme des affiliés au pouvoir, ce qui n'est pas mauvais en soi. Le problème, c'est qu'elles ne l'assument pas. Et comme le peuple, en tout cas une partie de ce peuple, sent que l'État met le Cameroun dans une situation d'injustice, cette partie du peuple la pense donc aussi que ceux qui se taisent en situation d'injustice sont complices des crimes que la population subit. Voilà, merci Claude Wilfried et Kanga, merci infiniment. Vous avez honoré de votre présence à ce rendez-vous. Est-ce que vous rassurez vos millions de fans que vous serez toujours là quand nous aurions besoin de vous? Alors demandez-leur, n'est-ce pas, de s'abonner pour ne pas rater la prochaine bande d'annonce de votre prochaine invitation. Oui, Freka TV est une nouvelle chaîne. Je suis pour toutes les initiatives qui donnent la parole à ceux qui peuvent dire quelque chose. Il faut que les langues se délient. Et si une plateforme est créée qui donne la parole justement aux Camerounais, j'invite déjà ce type d'action, enfin que ce type d'action se multiplie. Et j'invite des gens mes concitoyens à encourager déjà les actions préexistantes, tous les médias confondus, pour peu qu'ils soient objectifs, crédibles et qu'ils ne fassent pas de censure ou de langue de bois. Donc, que ceux qui regardent cette émission ou que ceux qui la partageront ou ceux qui en parleront, qu'ils s'abonnent justement sur la plateforme internet de Freka TV. Et voilà. Je ne savais pas que j'avais des millions de fans. En tout cas, nous, en ce qui me concerne principalement, du moins, je mets un point d'orgue à convaincre les Camerounais par ce que je dis et par l'objectivité de ma façon d'être. Nous ne sommes pas dans un jeu de
folklore ou de starification des personnages dans l'absence de contenu. Nous voulons être appréciés pour la profondeur de ce que nous faisons. Et s'il y a donc des gens qui croient en la profondeur de ce que je fais ou de mes dires, qu'ils s'abonnent sur toutes les plateformes où il faudra s'abonner pour ne pas rater les prochaines interventions. Merci à vous, Claude Wilfrid Ekanga. Ce fut un très grand plaisir de vous avoir, Madame, Monsieur. C'est ici que nous mettons un terme à cette autre édition de votre émission Panafricanisme 101. Très bonne suite de programmes sur Frika TV.